Salut à tous, c'est Ulix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo Jujutsu Kaisen. Donc comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais vous présenter 3 théories incroyables sur l'œuvre et plus précisément sur Sukuna. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à venir sur ma chaîne puisque c'est ma première vidéo sur un autre manga, installez-vous bien et préparez-vous à 3 grosses théories que vous n'avez probablement jamais entendues et qui sont pourtant incroyables. Et même si vous les connaissez déjà, je peux vous assurer qu'il y a des arguments capitaux qui vous sont pourtant cette fois-ci méconnus. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec la première théorie qui va parler du sort principal de Sukuna. Dans cette théorie, je vais vous expliquer pourquoi je pense quasiment à 100% que la technique de Sukuna est de manger des exorcistes pour obtenir leur pouvoir. Et pour cela, il faudra qu'on fasse quelques petits détours, mais ne vous inquiétez pas, tout est lié et tout est important. Commençons donc par parler du corps et de l'âme, et cela vous dit peut-être quelque chose, c'est normal car c'est dans le chapitre 91 que Kenjaku en parle. En effet, il assure que le corps est l'âme et que l'âme est le corps. Retenez bien cela car c'est très important pour cette théorie et pour celle que je ferai dans le futur. Et si vous voulez des preuves de cela, ne vous inquiétez pas, j'en ai 2 à vous donner pour l'instant. La première est tout simplement arrivée à celui qui parle de cela, car oui, lorsqu'il était en face de Gojo, le corps de Geto a résisté à Kenjaku, alors qu'on sait grâce au tome 0 que Geto est bel et bien mort. Ensuite, le deuxième exemple de cela est Toji dans l'arc Shibuya, puisque lorsque son corps a été invoqué par Ogami et utilisé par son petit-fils, il a réussi à reprendre le contrôle, alors que ça fait à peu près une bonne dizaine d'années qu'il est censé être mort. Assumons donc pour l'instant que Kenjaku ait raison, le corps est l'âme et l'âme est le corps. Faisons encore un petit détour pour prouver cette fois-ci que l'âme est reliée à l'énergie cursive. Cette relation a pu être repérée à plusieurs moments, comme par exemple lorsque Todo explique l'énergie cursive à Yuji. Il fait allusion au corps et à l'âme, ce qui permet à notre protagoniste de mieux comprendre les flux d'énergie. Ensuite, il est dit que les personnes qui ont expérimenté le rayon noir, qui est une technique qui s'attaque directement à l'âme, et donc comparé aux autres, leur compréhension de l'essence de l'énergie cursive est immesurable. Mahito aussi fait allusion à cela puisque la première fois qu'il utilise le Black Flash, qui est donc le rayon noir, il parle de la véritable essence de son âme. Et donc par conséquent le corps aussi est lié au cœur de l'énergie cursive, ce qui nous a été montré à plusieurs moments dans le manga. On peut prendre comme exemple le fait que le 6e œil de Gojo n'ait pas reconnu Kenjaku lorsqu'il l'a vu, mais bel et bien Geto. Ce qui veut dire que l'énergie cursive de Geto est encore dans son corps. Et donc même si le cerveau de Kenjaku est son hôte, comme on peut le voir tout au long du manga, le sort de Geto est toujours coincé dans son corps. Et par conséquent son âme aussi, comme nous l'avons déjà vu. Et enfin, dernier exemple de cela, c'est très simple, on sait que Yuji sera marqué par la technique de Sukuna, et donc le fait que Sukuna soit venu dans le corps de Yuji est lié à son énergie cursive et à son pouvoir qui y restera. Nous pouvons finalement conclure que le corps est égal à l'âme qui est égale au cœur de l'énergie cursive. Puisque pour revenir à Sukuna, ses doigts étaient préservés, et comme on peut le voir, son âme et son énergie cursive sont aussi revenus lorsqu'ils ont été ingérés. Mais bref, tout ça pour dire que consommer le corps de quelqu'un compte pour consommer leur énergie cursive, et par conséquent hériter de leur technique. Et maintenant, concentrons-nous uniquement sur Sukuna. Lors de réponse aux questions des fans, Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, a reçu une question qui était de savoir si Urome, Uraume, comme vous voulez, était un chef. Ce à quoi il a répondu que Sukuna mangeait aussi des humains, mais qu'ils étaient durs à cuisiner. De plus, on sait que Sukuna a plusieurs techniques puisqu'il utilise à Shibuya la dissection et la lacération, ainsi que sa flèche de feu dont je vais d'ailleurs parler dans la prochaine théorie. Et donc la raison pour laquelle Sukuna a plusieurs techniques, c'est tout simplement parce qu'il a mangé d'autres humains, dont des sorciers qui lui ont permis d'obtenir des sorts. Peut-être que tous mes arguments jusqu'à maintenant ne vous ont pas convaincu, donc dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas terminé. Commençons par dire que dans le fanbook Jujutsu Kaisen, il a été dit que Sukuna ne détestait rien en particulier, il y est aussi rajouté que ça avait peut-être quelque chose à faire avec son sort, et je ne pense pas que ça a été mis là-bas par hasard. Pour finir avec cette théorie, intéressons-nous à l'une des inspirations que l'auteur a pris pour Sukuna. Et voici cette histoire. Une paire de jumeaux siamois est née dans une famille pauvre qui a fini par les vendre à un spectacle de monstres pour avoir l'argent nécessaire à sa survie. Un jour, un chef de secte a acheté quelques êtres humains mal formés au spectacle, dont les jumeaux siamois. Il était fasciné par ceux-ci car il lui rappelait les Ashura qui sont des démons dotés de plusieurs bras. Il les gardait ensuite dans une pièce vide pendant des jours, sans eau ni nourriture, jusqu'au moment où l'un des jumeaux tua l'autre et commença à le consumer. L'homme découpa alors le jumeau mort et attacha ses 2 bras ainsi que la moitié de son visage aux jumeaux survivants. La nouvelle créature fut nommée d'après la légende de l'âge d'or, Ryomen Sukuna, car il était lui aussi un jumeau conjoint avec 2 visages et 4 bras. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des histoires de cannibalisme dès l'inspiration de ce personnage. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Regardez bien cette image. On peut voir que Sukuna dispose de 4 armes, ce qui veut dire qu'il a 4 pouvoirs principaux, et c'est bien évidemment impossible sans technique permettant de gagner des pouvoirs. Je parlerai plus de ces 4 armes en question dans les prochaines théories, dont celle juste après. Mais revenons à cette image car ce n'est pas tout, regardez bien au niveau de son torse. Et oui, il y a bel et bien une bouche avec une langue représentée sur celui-ci. Et je vous assure que ce n'est pas un tatouage, regardez ces 2 images. Ça colle un peu trop avec la théorie, n'est-ce pas ?
Sa technique serait donc de consommer le sort des gens en même temps que leur corps avec sa bouche qui se trouve directement au niveau de son estomac. Mais posons-nous maintenant la question, est-ce vraiment le sort de Sukuna? Parce que oui, en ingérant les doigts de Sukuna, Yuji a gagné son pouvoir, et en rentrant dans le corps de Geto, Kenjaku a aussi gagné ses pouvoirs. Donc en réalité, ne serait-ce pas n'importe qui pourrait manger les autres pour obtenir leur pouvoir, mais étant donné que Sukuna est le seul cannibale que l'on connaisse jusqu'à maintenant, il est aussi le seul à pouvoir avoir plusieurs sorts. Et d'ailleurs, Sukuna a réitéré cela dans le chapitre 222, lorsqu'il a mangé la tête d'une momie pour pouvoir compenser la puissance d'un doigt. J'ai oublié de vous le dire, mais Sukuna est aussi inspiré du seigneur Shiva, mais je ne vais pas vous exposer leurs autres similarités maintenant car je vais le faire dans la prochaine théorie. En attendant, j'espère que celle-là vous aura convaincu et on passe directement à la suite. Pour cette deuxième théorie, je vais vous parler du vrai sort de Sukuna. Si le premier n'est qu'une conséquence de son cannibalisme, évidemment. Mais pour ce faire, je dois d'abord vous définir un mot qui n'a pas été mis dans la traduction française de l'œuvre. Ce mot est le royaume occulte. Cursed Realm en anglais. Mais cette traduction en anglais n'est même pas sûre, puisqu'elle a été enlevée de la version officielle pour tout simplement dire l'espace entre les rêves et la réalité, comme cela a été dit en français. Mais selon plusieurs sources de traduction qui ont analysé les kanji, les deux sont possibles. Et en sachant que la plupart du temps les auteurs jouent sur ça, c'est possible que la double interprétation ait été prise en compte par Gege Akutami. Mais de toute façon, que je parle de royaume occulte ou bien d'espace entre les rêves et la réalité, ça ne change pas grand chose à la théorie. C'est juste que c'est plus simple de dire royaume occulte, donc à partir de maintenant je n'utiliserai que ce terme. Mais qu'est-ce que le royaume occulte? On peut dire que c'est un espace utilisable par certains exorcistes qui nous a principalement été montré 4 fois jusqu'à maintenant. On peut l'observer bien évidemment au moment où Kenjaku en parle, lorsqu'il s'immisce dans le rêve d'une amie de Yuji pour pouvoir la faire sortir de la traque mortelle. Après cela, cette amie a des souvenirs flous de ce qui s'est passé, comme si elle avait fait face à une fausse réalité. Deux autres moments où ce soi-disant royaume cursif est apparu sont lors des faux souvenirs de Todo et de Shozo vis-à-vis de Yuji. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Todo a eu un flashback de toute une scolarité avec Yuji, tandis que Shozo a eu des faux souvenirs de moments passés avec ses frères, dont Yuji. Ensuite, le quatrième exemple de cela est lorsque Maki et Mai se sont retrouvés sur une plage, juste avant que Maki hérite de l'énergie occulte de sa sœur. Et on peut voir que même si ces moments de transe ne sont pas réels, ils résultent généralement à quelque chose de vrai. Donc dans le cas de Shozo, Yuji est vraiment son frère, sauf qu'il ne le savait pas à ce moment. Et dans le cas de Maki et Mai, cette séquence s'est conclue par le passage de pouvoir de Mai vers Maki, juste avant la mort de Mai. On peut aussi voir que généralement ces souvenirs se passent dans des moments cruciaux, juste avant la mort de Maki, juste avant que Shozo tue Yuji, ou encore juste avant que Todo attaque Yuji. Mais maintenant, revenons à Sukuna qui est présenté avec plusieurs capacités inexpliquées, telles que son sort que l'on ne connaît pas encore même si j'essaye de le déduire dans cette théorie, le fait qu'il puisse altérer le corps et donc l'âme de Yuji en créant des bouches et des yeux, ou encore très important son pouvoir qui lui permet d'exister séparément de Yuji en restant dans son extension du territoire infini. D'ailleurs, en parlant d'extension du territoire, je vais vous en lire sa définition selon le wiki de Jujutsu Kaisen. Un domaine inné, généralement appelé simplement domaine, est une zone créée par l'esprit de l'utilisateur qui peut être manifestée à l'aide d'une énergie maudite. Un domaine est un territoire métaphysique qui existe dans l'esprit de son créateur. En prenant cette définition en compte, on peut tout simplement dire que l'extension du territoire est un espace entre les rêves et la réalité, n'est-ce pas? Cela serait donc la conceptualisation du royaume occulte selon les exorcistes. Et ça expliquerait aussi pourquoi chaque exorciste a une extension du territoire différente, puisque ça symbolise leur vision de l'énergie occulte. Un peu comme les Hatsu et les utilisateurs de Nen dans Hunter x Hunter. Et oui, même quand je change de manga, je suis incapable de ne pas parler de mon œuvre préférée. Enfin bref, revenons à Sukuna car c'est le seul exorciste que l'on connaît jusqu'à maintenant à avoir une extension du territoire infini. Et oui, même la sphère de l'espace infini de Gojo ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs grâce à cette expansion du territoire infini que Yuji est encore vivant, car il a survécu dans le domaine de Sukuna, alors qu'il était mort et sans cœur. Cela nous permet encore plus de lier le royaume cursif aux extensions du territoire, car sans l'utilisation de cet espace entre les rêves et la réalité, il aurait été impossible de faire exister Yuji à l'intérieur de son propre corps, alors que ce corps se trouve encore sur Terre, puisqu'Itadori n'a pas encore de pouvoir de duplication à ce que je sache. Et dans ce cas-là, qui de mieux que celui qui a accès au royaume occulte pour avoir une extension du territoire infini, et pour pouvoir y survivre et y faire survivre indépendamment du monde à l'intérieur de ce domaine. Continuons avec un passage qui sera le plus important de cette théorie, celui où Sukuna a utilisé du feu contre Jogo. Et c'est d'ailleurs l'expansion du territoire qu'il appelle le vrai sort, ce qui est explicable par le fait que ce soit la personnification du royaume occulte, et qu'en plus de ça, cela pourrait tout simplement être son sort à lui. En sachant que Sukuna pense qu'il est le plus fort, c'est possible qu'il ait dit ça en pensant à sa propre technique. À ce moment-là, il a ouvert ce qu'il a appelé la boîte noire, et ça lui a permis d'utiliser une flèche de feu qui est probablement copiée du sort de Jogo. Lorsqu'il le fait, il choque et détruit mentalement Jogo, puisqu'en plus d'utiliser son propre pouvoir, au moment où cela s'est fait, il venait d'éviter la météorite gigantesque de Jogo. Et attention, à partir de maintenant, je vais spoiler le manga jusqu'au chapitre 230. Lorsqu'il a pris la possession de son corps, Sukuna a aussi détruit Megumi mentalement pour être sûr que le jeune exorciste ne reprenne pas son contrôle. Et il a aussi profité du fait que Yuji soit détruit mentalement et physiquement pour pouvoir réapparaître à Shibuya après l'ingération d'un doigt. Le fait de briser sa cible mentalement pourrait donc
donc être une condition pour voler le pouvoir de quelqu'un ou pour prendre le contrôle d'un corps. Et d'ailleurs, juste après cela et son combat contre Jogo, au moment de la mort de celui-ci, Sukuna est volontairement apparu dans ce qu'on pourrait appeler le royaume occulte de Jogo pour pouvoir parler au volcan qui se trouvait en bon état physique, alors que dans la réalité, il est en train de brûler jusqu'à la mort comme on peut le voir juste après. Donc en plus d'être le seul à avoir une extension de territoire infinie, Sukuna est capable d'apparaître volontairement dans le royaume occulte des autres, et il est le seul personnage avec Kenjaku à pouvoir le faire. Et en plus de pouvoir être la seule personne avec Sukuna à s'immiscer dans le royaume cursif, Kenjaku a aussi été capable d'utiliser la lisière du supplice sur Gojo, lisière du supplice qui est assez petite pour tenir dans la main d'une personne et qui a pourtant pu emprisonner Gojo qui est plus grand qu'une main. Et donc ça me fait beaucoup penser à la description du royaume cursif que je vous donne. Encore un rapport bizarre entre Kenjaku et Sukuna, mais ne vous inquiétez pas, je vais d'ailleurs approfondir cela dans la troisième théorie, donc restez bien jusqu'à la fin. Ça fait déjà beaucoup, mais il me reste encore un argument final pour vous convaincre. Puisque dans le chapitre 230 qui illustre le combat entre Sukuna et Gojo, Kusakabe fait allusion à une partie du cerveau en particulier, une sorte de boîte noire. Comme vous pouvez le voir, cette fraction est la partie du cerveau qui concerne les sorts. Je ne pense pas que l'auteur ait mis cela à ce moment par hasard, et donc en sachant que Sukuna utilise une boîte noire, et qu'une boîte noire est la partie du cerveau qui concerne les sorts chez tout le monde, on peut en déduire avec tous les arguments que j'ai donnés précédemment que Sukuna va directement prendre les techniques de ses adversaires dans leur boîte noire, en passant par le royaume occulte qu'il peut utiliser pour prendre l'information de l'âme de ses adversaires, et plus précisément celle où se trouve leur sort. Voilà pourquoi je vous avais aussi dit de bien retenir la relation entre le corps, l'âme et l'énergie cursive, car là je viens de placer les trois dans une seule phrase. Mais maintenant, vrai dernier argument, revenons comme promis sur cette image. Et regardez bien ce trident car c'est une Trishula, arme assignée à la divinité hindoue Shiva qui possède d'ailleurs 4 bras comme par hasard. Shiva est une divinité connue pour avoir détruit des villes maléfiques à l'aide d'une attaque appelée le Pashupatastra et qui est lancée avec son trident. Trident qui fait partie d'une catégorie d'armes connue pour être extrêmement destructive, puissante et irrésistible. Le Pashupatastra est l'équivalent mythologique d'une arme de destruction massive, cela peut donc être comparé à une bombe atomique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Shiva a lancé cette attaque, il a combiné des éléments d'autres dieux et déesses et même des parties de l'univers pour vaincre les villes. Et donc si on retourne du côté de Sukuna, les dieux et déesses représentent les autres exorcistes et fléaux, et son sort est donc de combiner leurs techniques pour finalement créer quelque chose de destructif. Ressemblant, n'est-ce pas? Et en plus, si cette théorie s'avère vraie, Yuji aurait déjà des traces du sort de Sukuna, puisque même si cela a été fait involontairement, il a utilisé le royaume occulte pour se tirer de mauvaises situations 2 fois. La première au moment où Todo allait l'attaquer, et la deuxième au moment où Shozo allait le tuer. Et comme par hasard, c'est au moment où Shozo a des souvenirs inexistants que Sukuna réagit. Il a l'air d'être interrogé par cela mais pas choqué non plus. Peut-être qu'il a compris à ce moment-là que Yuji avait déjà certaines traces de son sort, qui serait donc la manipulation de l'espace entre les rêves et la réalité, le royaume cursif. Mais bref, c'est la fin de cette théorie, et ne vous inquiétez pas pour les 3 autres armes de Sukuna présentes sur cette image, je les présenterai dans une autre théorie qui aura lieu dans une autre vidéo. Donc les fans de Jujutsu Kaisen, abonnez-vous bien et mettez la cloche si vous voulez plus de théories comme celle que j'ai présentée jusqu'à maintenant. On passe donc à la 3e théorie. Pour faire la transition entre la dernière théorie et celle-ci, parlons encore de l'une des inspirations de Sukuna, qui est toujours Lord Shiva comme je viens de vous le dire. Et donc Shiva le Destructeur est connu pour faire partie du Trimurti, la trinité hindoue qui inclut aussi Brahma et Vishnu, qui sont d'ailleurs l'inspiration de 2 autres personnages mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais bien qu'il soit lié à la destruction, il a quand même des aspects bénévoles et il se fait vénérer. Donc voilà pour Shiva et les prémices d'indices de la vénération de Sukuna, mais ce n'est pas grand chose, on passe à la vraie théorie. Et pour cela je dois vous parler du Ryomen Sukuna mythologique, que j'ai déjà abordé rapidement dans la première théorie. Comme je vous l'ai déjà montré, ce Sukuna avait 4 bras et 2 jambes comme celui qu'on connaît, et il tenait des épées dans les mains gauche et droite, ainsi qu'un arc qu'il pouvait utiliser avec toutes ses mains. On peut d'ailleurs voir sur le Sukuna qu'on connaît 2 épées, et pour l'arc on sait qu'il peut utiliser des flèches de feu. Le Sukuna mythologique était désobéissant à la cour impériale, ce qui fait que dans Nihon Shoki, qui est un écrit pur chinois, Sukuna est représenté comme un malfaiteur. Donc voilà pour les ressemblances entre Ryomen Sukuna de la mythologie et le Ryomen Sukuna que l'on connaît. Maintenant passons à la théorie. Parce que même si celui-ci était représenté comme un malfaiteur dans Nihon Shoki, c'était l'inverse dans les parchemins de la province d'Ida. Sukuna y était un héros bienfaiteur. Car selon la légende, Ryomen Sukuna aurait ramené le bouddhisme dans la province d'Ida, ainsi que fondé les temples de Senkoji et Nishiriuji. Et donc dans ces sanctuaires et plusieurs autres, Ryomen Sukuna était vénéré. Il a d'ailleurs une statue dans le sanctuaire de Nishiriuji où on peut bien voir ses 2 têtes. Et le temple de Senkoji se trouve à Tokyo, tout comme l'une des écoles d'exorcisme de l'œuvre, qui est d'ailleurs inspirée de temples bouddhistes. De plus, les anciens de l'école d'exorcisme que Gojo
détestent, dont principalement Yoshinobu Kakuganji, le proviseur de Kyoto, voulait l'exécution de Yuji dès l'ingération du premier doigt. Serait-ce parce qu'ils vénèrent Sukuna et qu'ils ne veulent pas qu'il soit complètement éliminé, mais cela expliquerait aussi beaucoup de choses par rapport aux anciens qui gèrent l'école d'exorcisme. Et même si je ne pense pas que Sukuna ait carrément créé l'école de Kyoto, en tout cas je ne vois pas dans quelles circonstances cela serait arrivé, il est possible qu'il soit vénéré par les hauts placés de l'école d'exorcisme, et donc principalement celle de Kyoto. Mais imaginez maintenant qu'ils interviennent lors du dénouement du combat entre Gojo et Sukuna. Si le roi arrive à clutch cette situation, cela serait l'argument parfait pour que Gojo entame enfin son rêve de renverser le système Jujutsu, ce qui sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine théorie. Mais bon, je vois que cette théorie est moins longue et qu'elle plaira probablement moins que les deux autres, donc laissez-moi rajouter une dernière chose avant que cette vidéo se termine. Je vais vous parler de Sukuna et Kenjaku qui ont sûrement un lien plus étroit que vous ne le pensez. Car même si je vous avoue que je suis un peu mitigé vis-à-vis de cette théorie rapide, je la trouve quand même très intéressante, donc je me dois de vous la donner. Le Sukuna de la légende est aussi très lié à Kanon par ses statuts ou le fait qu'il soit considéré comme l'une de ses incarnations. Tandis que du côté de Kenjaku, son nom et son idéologie sont des références directes à la divinité Kanon. Et donc selon certaines personnes, Sukuna et Kenjaku pourraient être les deux cerveaux de l'ancien corps de Ryomen Sukuna. Je m'explique. Comme je viens de vous le dire, les deux sont très liés à la déesse Kanon et nous n'avons toujours pas vu la seconde tête de Sukuna, seulement un petit morceau, comme si elle avait été enlevée. De plus, nous n'avons pas vu le vrai corps du cerveau de Kenjaku non plus, et donc selon cette théorie, les deux cerveaux se seraient séparés à cause de leurs objectifs différents. Kenjaku, qui est d'ailleurs inspiré de l'une des deux autres Trimurti, nommé Brahma, a donc choisi la construction, et Sukuna, inspiré du seigneur Shiva, a choisi la destruction. Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai plus de la relation entre Kenjaku et le seigneur Brahma dans ma prochaine vidéo. Mais revenons à nos méchants, cela ne les empêche pas non plus de collaborer. Cette théorie expliquerait d'ailleurs le fait que Sukuna ressemble beaucoup à Yuji, même dans sa forme originelle qui date d'à peu près 1600 ans. Cela expliquerait aussi les cheveux roses de Yuji alors que ni son père ni sa mère ne les ont. Ça serait tout simplement parce que le cerveau de sa mère avait à la base les cheveux roses. Et jamais 203, cela expliquerait aussi pourquoi Kenjaku peut utiliser le royaume cursif. Comme les deux seraient entre guillemets la même personne, ça serait donc normal pour eux d'utiliser le même pouvoir. Petit bonus, ça expliquerait aussi pourquoi Sukuna a une telle facilité à s'immiscer dans le corps des autres. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette théorie, mais je vous réserve tout ça pour une prochaine théorie dans une prochaine vidéo. Comme vous le voyez, j'ai encore de quoi faire sur Jujutsu Kaisen, donc n'oubliez pas d'activer la cloche une fois de plus. Mais de toute façon, c'est la fin de cette vidéo, donc likez-la si vous l'avez aimé, partagez-la à des personnes susceptibles de l'aimer, et je vous promets que c'est la dernière fois que je le dis, mais abonnez-vous et activez la cloche pour pouvoir avoir plus de vidéos de ce genre. Salut à tous!